얹고 있죠. Le président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. La parole est rendue à l'accusation pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. De combien de temps l'accusation a-t-elle encore besoin pour l'interrogatoire du témoin? L'accusation. Je me suis entretenu avec les avocats des parties civiles pendant la pause. Ils m'ont dit avoir besoin d'environ une demi-heure. J'essaierai d'en terminer pour 15h30 afin de laisser à la partie civile le reste de la journée pour son interrogatoire. Le co-avocat principal, cambodgien. Nous pourrions avoir besoin de moins de temps que cela. Maître Van Peu et mon autre confrère seront désignés pour l'interrogatoire du témoin. Le président. Merci. La parole est à l'accusation. L'accusation. J'aimerais vous interroger sur un dernier thème. Il s'agit des structures administratives, des filières hiérarchiques et des communications dans le district de Chikreng durant la période du régime du Kampuchea démocratique. Dans votre PV d'audition, vous avez dit certaines choses au juge d'instruction. Vous avez aussi dit aujourd'hui que le chef du bureau de sécurité de Pronglo s'appelait Tavon, lequel après a été arrêté et remplacé par Kakun. Tavon et Takun, sous l'autorité de qui étaient-ils placés? Qui était leur supérieur? Réponse. Tawan et Takun étaient moins haut placés que les gens du district. Ces deux personnes tenaient leurs ordres et leurs instructions du chef du comité de district. Ils étaient responsables du centre de sécurité. Question. Qui était le chef du comité de district sous l'autorité de qui ils étaient placés? Réponse. Tasson était le chef de district à l'époque où Tawan était également en poste. Par la suite, Sok lui a succédé. Quand Sok était chef de district, il a accusé Tawan et ses associés d'être des traîtres. Plus tard, Tasok a installé Takun comme chef de la sécurité. Ces gens étaient donc en étroite relation lorsqu'il s'agissait de donner des ordres ou de prendre des décisions. Question. Dans votre PV d'audition, vous dites que Tasok venait de la zone du sud-ouest. En quelle année
Tassok est-il venu de la zone du sud-ouest? En quelle année a-t-il remplacé le chef de district précédent qui avait été arrêté? Réponse. Je ne me souviens pas de la date. Tassok venait du sud-ouest, mais pas de Takeo. Il était à Kampot. Kampot et Takeo faisaient partie de la zone du sud-ouest. Je ne sais plus en quelle année les gens de Takeo ont été accusés d'être des traîtres. Question. Juste avant la pause, nous avons parlé des évacués civils des 17 avril qui ont été envoyés dans le district de Chikreng. Qu'est-il arrivé à ces 17 avril dans votre district après que Tassok et les cadres de la zone sud-ouest y furent arrivés? Réponse. Tassok est devenu chef de district et après ça, les 17 avril sont restés sous contrôle. Ils ont continué d'être maltraités. Ils étaient accusés d'être associés aux impérialistes, aux Américains. On leur faisait travailler dur. Leurs conditions de vie n'étaient pas bonnes du tout. Ils n'étaient pas heureux du tout, car ils étaient considérés comme appartenant à une autre classe. Question. J'aimerais vous rafraîchir la mémoire en vous référant à un autre extrait de l'entretien que vous avez accordé à Henri Locard en 1991, document E83, annexe 00012. Je donne les pages en Khmer 00 812 868, en anglais 00 16 41 59 et en français 00 77 93 87. Et voici les propos qui vous sont attribués ici. Après l'exécution des anciens dirigeants, les 17 avril ont continué d'être arrêtés et massacrés. PCCS ne sait pas où l'exécution avait lieu, mais il a vu un camion couvert de feuilles de palmier qui chaque jour transportait des habitants pour les exécuter, entre parenthèses, envoyés à une autre prison, point d'interrogation. Une autre prison de district a été établie à la pagode de Kampong Kadai. Où avez-vous vu un camion emmener des 17 avril? Réponse. Les détenus ont été transportés pour être exécutés à Kampong Kadai. C'était parce que, d'après les Khmers rouges, les 17 avril s'étaient révoltés
Et la politique consistait à arrêter ceux d'entre eux qui étaient vus en possession d'un bâton, d'une machette ou d'une hache. Au départ, les Khmers rouges ont utilisé une astuce. Ils ont demandé aux gens de venir à une réunion avec leur machette, leur hache ou leur bâton. C'était un prétexte parce qu'après ces gens ont été arrêtés et ligotés. Puis on les faisait monter dans des camions avec les mains liées dans le dos. Question. Mon confrère vous a posé une question et vous avez dit qu'au district de Chikreng, ce district faisait partie du secteur de Siem Reap. Le secrétaire du district de Chikreng, à qui était-il subordonné? Réponse. Le secrétaire de Chikreng faisait rapport au niveau du secteur dont je ne connais pas les chefs, mais Chikreng relevait du secteur qui incluait les provinces de Siem Reap et d'Odar Manchei. Question. Dans votre entretien avec Henri Locard en 1991, vous avez cité un certain Tassot, qui était chef de Dombong. Vous souvenez-vous d'un dénommé Tassot? Qui était cette personne? Réponse. Je ne me souviens pas de tous les détails par rapport à cet entretien que j'ai donné à Henri Locard. Mais à présent, je me souviens que l'intéressé était secrétaire d'un secteur à Siem Reap et Odar Manchei. C'était Tassot. Question. Y a-t-il eu une période pendant laquelle le secteur de Siem Reap ne faisait pas partie d'une zone, mais constituait au contraire un secteur autonome faisant directement rapport au centre? Réponse. Je n'en sais rien. Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Question. Parlons des communications et de la hiérarchie. Dans votre PV d'audition, vous dites que les aveux du bureau de sécurité du district étaient envoyés au comité de district de Chikreng. De quelle manière ces documents étaient-ils élaborés et quelles informations contenaient-ils? Je parle des documents qui étaient envoyés au comité de district. Réponse. Pour ce qui est des structures hiérarchiques, en ce qui concernait les prisonniers amenés au centre de sécurité, c'était le chef de commune qui devait déposer un rapport
et prendre les dispositions nécessaires pour faire venir quelqu'un. Quand quelqu'un arrivait, il se faisait enchaîner, son nom était enregistré, de même que des informations sur cette personne. Le rapport était communiqué au district, lequel prenait la décision ultime. Quant à la mise en liberté de la personne ou quant à son maintien en détention et à son exécution. Autrement dit, Takun ne prenait aucune décision tout seul. La décision passait par le district qui devait être consulté pour prendre la décision finale. Voilà ce que je savais avec certitude. Question. En tant qu'employé administratif du bureau de sécurité du district, vos fonctions consistaient-elles notamment à consigner les interrogatoires ou les aveux qui ensuite étaient remis au comité de district? Réponse. C'est moi qui prenais note des aveux. Mais ce n'était pas moi qui prenais la décision. On me disait de consigner les aveux qui étaient faits, après quoi ces aveux étaient communiqués au chef de la sécurité, lequel prenait une décision. Question. Je vous renvoie à un autre extrait de cet entretien avec Henri Locard, datant de 1991. Je donne les URL en Khmer, 00812 865, en anglais 00164 156 et en français 0077 93 85. Voici ce que vous y dites. Les rapports étaient d'abord établis sur des feuilles distinctes. Ensuite, PCCS les copiait dans un gros carnet qui était conservé par le Kamapibal en chef. Plus bas, les prisonniers ne signaient pas le rapport, mais y apposaient leur empreinte digitale du pouce. Voici ma question. Elle porte sur le carnet dont il est question. Quelles informations figuraient-elles dans ce carnet et à qui ces informations étaient-elles communiquées? Réponse. En ce qui concerne ce carnet, celui-ci devait être remis au niveau du district, lequel prenait la décision ultime. Quant à la gravité des infractions commises par l'intéressé, le chef de district se prononçait sur le traitement à réserver aux intéressés. Autrement dit, il était décidé de les exécuter, de les remettre en liberté. On se prononçait aussi sur le maintien sur la durée du maintien en détention, le cas échéant. Et par ailleurs, je ne sais plus bien si les gens devaient apposer leur empreinte digitale sur ce document. Question. Les secrétaires de district sont-ils jamais venus au bureau de sécurité? Réponse. Tassoun, oui. Avant d'être accusé de traîtrise, il est venu au centre de sécurité pour discuter avec le personnel de sécurité et avec les détenus.
Il faisait appeler tous les détenus, hommes et femmes, il les convoquait, et c'est à cette occasion que je l'ai vu sur place. Question. Pour ce qui est de l'autorité au niveau du district, dans votre PV d'audition, document D125/127, je donne les URN en Khmer 00 224 053, en anglais 00 225 212 et en français 00 239 979. Voici ce que vous y dites. Le bureau de sécurité de Pranglo était placé sous le contrôle du district. Seul le district pouvait ordonner un interrogatoire, une libération ou une exécution. Fin de citation. Voici ma question. Savez-vous si le secrétaire de district ou le comité de district était habilité à prendre des décisions sur les exécutions par eux-mêmes ou bien devaient-ils eux aussi recevoir des ordres de l'échelon supérieur auquel ils étaient subordonnés? Réponse. Je ne sais pas si les ordres étaient donnés plus haut quand Kun agissait au niveau du district. Je ne sais pas comment la décision était prise. Cela dit, quand il fallait envoyer quelqu'un se faire exécuter, j'ai vu que le nom de certains détenus était biffé en rouge. Peut-être que ces gens avaient été exécutés. C'est ce que j'ai observé. Et je ne sais pas si le district recevait des ordres venus de plus haut. Tout ce que je savais, c'était uniquement cela, pas plus. Question. Dans le PV d'audition, vous en parlez aussi, vous dites qu'il y avait les documents qui venaient du district et qui portaient des annotations ou des mots biffés en rouge. C'était quoi ces documents qui venaient du district? Réponse. Le district n'écrivait rien. Il biffait simplement les noms des personnes à écarter. Par exemple, si un dénommé A devait être mis en liberté, eh bien, ce nom était biffé en rouge. Si la personne devait être libérée, il n'y avait aucune annotation. Donc je n'ai observé aucune annotation, simplement le fait que ceux qui devaient être exécutés avaient leur nom biffé en rouge. Pour ceux qui étaient à libérer, il n'y avait aucune annotation. L'accusation. Merci, monsieur le témoin. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Monsieur le Président, nous en avons terminé.
Le président, merci. La parole est au co-avocat principal des parties civiles qui pourront interroger ce témoin. Vous avez la parole. L'avocat de la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le témoin. Je n'ai que quelques questions à vous poser. Je vais vous demander des précisions supplémentaires par rapport aux questions posées déjà par l'accusation. Je me réfère au procès verbal de votre audition en date du 10 septembre 2008, le document D125/127. La page en khmer porte le RN 0022 40 51. En anglais 0022 52 10 et en français 0023 99 76. Dans ce procès verbal, vous dites que après 1975, vous avez vu des personnes et des soldats de Lon Nol évacués vers de vieux appartements dans le district de Chikring. Vous dites avoir observé l'évacuation des soldats et fonctionnaires du régime de Lon Nol et avoir été témoin de l'évacuation de personnes ordinaires du centre-ville de Siem Reap vers le district de Chikring. Vous avez également dit non seulement avoir observé l'évacuation de la population de Siem Reap, mais avoir également appris l'évacuation dans d'autres endroits du pays, notamment les évacuations de la province de Siem Reap vers d'autres provinces et d'autres zones rurales. Concernant ces évacuations en masse des populations, avez-vous été témoin de la présence de moines bouddhistes parmi la population évacuée à ce moment-là? Réponse. Si j'ai bien compris votre question, vous me demandez si j'ai vu des moines bouddhistes parmi la population évacuée en masse. En fait, je n'ai pas prêté beaucoup d'attention aux différentes catégories de personnes parce que à ce moment-là, je travaillais au centre de sécurité de Pongro et donc l'information que j'avais concernait les anciens soldats et fonctionnaires du régime de Lon Nol qui devaient être évacués de la ville de Siem Reap. Question. Avez-vous entendu ou vu de vos propres yeux concernant les personnes évacuées de la province de Siem Reap? Avez-vous vu ou entendu parler de la présence de personnes âgées, de personnes malades ou d'enfants faisant partie des évacués? Réponse. J'étais au courant de l'évacuation des populations après 17 avril 1975, évacuation de Siem Reap et de Phnom Penh. Tout le monde était évacué, les personnes handicapées, les personnes âgées, jeunes, âgées, tout le monde était évacué. Je n'ai pas prêté attention à la question des moines bouddhistes. J'ignore si il y avait des moines bouddhistes parmi les évacués. Comme je l'ai dit,
Je n'étais pas très au courant car j'étais rattachée au bureau de sécurité. D'après ce que j'ai entendu de la part d'autres personnes, toute la population, tout le monde était évacué. Eux m'en ont parlé, mais moi-même, je ne l'ai pas observé de mes propres yeux. Question. Au sujet de l'évacuation de la ville de Siem Reap, avez-vous observé ou vous a-t-on parlé des moyens empruntés par la population pour quitter la ville et se rendre à la campagne? Réponse. L'évacuation s'est faite à pied. Il n'y avait pas de véhicule ou d'autres moyens permettant de quitter la ville. La situation était misérable. Il y avait des cadavres le long des rues. Des familles ont perdu des proches. Et comme vous le savez peut-être, concernant la distance, certains ont été évacués de la ville de Phnom Penh et ont été contraints d'aller jusqu'à dans des zones rurales lointaines, alors que ceux évacués de la ville de Siem Reap ont parcouru des distances moins longues que ceux de Phnom Penh, puisqu'ils ont été envoyés à la campagne, juste à l'extérieur de la ville. Question. Avez-vous observé la distribution de nourriture auprès d'évacués, ou bien vous a-t-on parlé d'une éventuelle distribution de nourriture pendant l'évacuation de la ville? Réponse. J'ai croisé un évacué qui m'a dit qu'on ne lui a rien donné à manger et qu'il devait subvenir à ses propres besoins et que la situation était misérable. Il a subi des souffrances indescriptibles et ils étaient affamés et n'avaient pas accès à des médicaments ni à des soins de santé. Ils ont dû supporter la crainte permanente d'être accusés de trahir l'Angkar. Et ce sont des faits, je ne peux pas tout décrire. C'était une situation misérable qu'ils ont dû endurer. Question. En répondant aux questions de l'accusation, vous avez dit que Chi Kreng était sous le contrôle des Khmers rouges en 1972. Avant 1975, les Khmers rouges ont-ils organisé des réunions ou des rassemblements destinés à accueillir les gens du 17 avril dans votre zone? Réponse. Rien n'a été organisé pour prévoir l'accueil des gens nouveaux. Les gens nouveaux couraient le risque de se voir accusés de trahison. Ils avaient constamment peur. Et les Khmers rouges n'appréciaient pas les évacués, surtout les gens nouveaux. Il y avait une ségrégation claire entre le peuple nouveau et le peuple ancien. La partie civile. Merci. Je passerai à la question suivante qui concerne le bien-être et la situation générale
des gens nouveaux et ont été évacués et appelés les gens du 17 avril. Lorsque ces gens ont été évacués et se sont installés dans les zones isolées ou intégrés à des coopératives aux côtés du peuple ancien ou de base, avez-vous constaté des différences de rationnement de nourriture entre ce qui était accordé au peuple nouveau par rapport au peuple ancien? Réponse. Les gens du 17 avril ont été évacués vers les campagnes. Avant d'y arriver, les coopératives avaient déjà été mises en place. Au sein de ces coopératives, ils mangeaient de façon collective. Donc, ceux qui ont été évacués vers ces endroits étaient contraints de manger dans un espace commun aux côtés du peuple ancien. Mais ils ne s'entendaient pas. Les Khmers rouges ont appelé le peuple ancien à considérer le peuple nouveau comme des personnes ayant vécu aux côtés du régime de Lon Nol. Et donc, le peuple ancien les haïssait et leur réservait de mauvais traitements. Question. J'aimerais approfondir cette question concernant la liberté du peuple du 17 avril par rapport au peuple de base. Avez-vous observé des différences en termes de leur liberté de mouvement entre ces deux catégories? Réponse. Il y avait une très grande différence. Les travaux les plus durs étaient destinés au peuple nouveau. Le peuple nouveau n'occupait aucune position et était sous le contrôle et sous la supervision du peuple de base. Ils ont été privés de beaucoup de choses et ils avaient faim la plupart du temps. Lorsqu'ils étaient malades, ils n'avaient pas accès aux médicaments. Par conséquent, un grand nombre du peuple du 17 avril est décédé pendant cette période. La partie civile. Monsieur le Président, j'aimerais votre autorisation de lire une partie de ce document D125/127 en Khmer 0022 40 52, en anglais 0022 52 11 et en français 0023 99 77. J'aimerais aborder l'inconduite morale et vous lire un extrait. Certains détenus exécutés ont été accusés d'être affiliés aux Vietnamiens ou d'avoir commis des fautes morales. J'aimerais savoir, à l'endroit où vous étiez, a-t-on organisé des réunions ou des audiences pour décider de la question des fautes morales? Réponse. Le terme faute morale pour les Khmers rouges signifiait qu'ils avaient entretenu des liaisons hors mariage. Lors des séances de rééducation,
parfois, ils envoyaient tous les deux à la rééducation, alors que d'autres fois, ils n'envoyaient qu'un des deux membres du couple en rééducation. Concernant les gens de base, eux aussi ont subi les mêmes punitions en cas de découverte d'une liaison ou de rapport hors mariage. Mais le peuple de base se voyait infliger des punitions plus légères que le peuple nouveau. Question. Sur ce même sujet et la question des fautes morales, avez-vous observé des punitions infligées en raison de fautes morales commises par des membres du peuple nouveau avec le peuple de base? Réponse. Au niveau des fautes morales, aucune différence n'était faite entre les fautes commises par le peuple de base ou par le peuple nouveau. Toute faute morale était punie. Mais la plupart du temps, ceux qui étaient arrêtés étaient de jeunes filles. Il y a eu des cas de liaison entre le peuple de base et les membres du peuple du 17 avril. Question. Ce sera ma dernière question. Vous avez travaillé au sein de l'administration des Khmers rouges dans les échelons inférieurs. Avez-vous jamais entendu des déclarations à la radio faites par des hauts dirigeants des Khmers rouges? Réponse. Si vous me demandez si j'étais au courant de l'évolution politique et sociale du pays grâce à la radio, je n'étais pas au courant. J'avais peu d'accès à la radio. J'ai su lorsque des réunions étaient convoquées en interne dans mon bureau, mais si vous me demandez si j'ai jamais écouté les diffusions radio des déclarations des dirigeants, ce n'est pas le cas. Je n'ai fait que participer à des réunions concernant des questions de sécurité au sein de mon bureau de sécurité et concernant des procédures de travail. Et lorsque une situation se présentait, ils ont organisé d'autres réunions plus ouvertes avec davantage de participants invités. Question. J'aimerais vous demander une précision. Étiez-vous au courant des fonctions occupées par les co-accusés ici devant cette chambre pendant la période du Kampuchea démocratique? Vous a-t-on jamais dit quels étaient les rôles des hauts dirigeants à cette époque? Réponse. Ils nous ont dit quels étaient les rôles des hauts dirigeants. Par exemple, M. Khieu Samphan était président du Présidium de l'État et Pol Pot était secrétaire du Parti communiste du Kampuchea, etc. Mais la plupart du temps, on nous parlait des rôles de Pol Pot et de Khieu Samphan. Il était rare d'entendre parler du rôle de Ieng Sary. Et d'après mon souvenir, ils nous ont parlé du rôle de Pol Pot et Khieu Samphan. La partie civile. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de questions pour ce témoin et
je cède la parole à ma consoeur internationale, le président. Allez-y. La partie civile. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames, Messieurs les juges. Bonjour, Monsieur le témoin. J'aimerais vous parler de l'évacuation des civils de Siem Reap. Savez-vous si certains civils ont refusé de quitter la ville à ce moment-là? Réponse. Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question qui dépasse mes responsabilités. Je ne sais pas si des personnes se sont opposées à l'évacuation de la ville de Siem Reap. Cela dépasse mes connaissances. Question. Merci. Étiez-vous au courant d'incidents où les Khmers rouges ont fait appel à de la force pour contraindre des civils à évacuer la ville? Ont-ils fait usage de la force? Réponse. Je vais répondre à cette question sur la base de ce qu'on m'a appris. Lorsque ils évacuaient la ville de Siem Reap, ils ont forcé les gens de quitter la ville et ils les ont forcés à bout de fusil en tirant en l'air pour menacer les gens en leur disant de quitter la ville le plus rapidement possible, sans quoi ils seraient punis, voire tués. Ceux qui étaient chargés d'évacuer, ceux qui devaient évacuer la ville n'ont donc pas résisté à ces ordres. Question. Vous avez mentionné tout à l'heure la présence de cadavres le long des routes pendant l'évacuation. Savez-vous comment ces personnes sont décédées? Réponse. En ce qui concerne les personnes décédées qui longeaient les routes, ils sont décédés premièrement d'inanition, deuxièmement suite à des maladies qui n'étaient pas soignées parce qu'ils n'avaient pas de médicaments, ou alors par exemple de jeunes enfants ne pouvaient pas être allaités et donc sont morts d'inanition. Et c'était terrible, je ne saurais tout décrire. Il y avait de nombreuses situations affreuses à cette époque. Question. Merci, monsieur le témoin. Vous a-t-on donné des ordres concernant la prise en charge du peuple du 17 avril qu'on conduisait dans votre district et comment vous deviez les traiter? Réponse. Concernant le traitement réservé au peuple du 17 avril, c'était au peuple de base d'en décider. Ils étaient les hôtes qui recevaient le peuple nouveau. Cela a été sous la supervision du centre de sécurité, bien évidemment, mais si, par exemple, on signalait le fait que des membres du peuple du 17 avril faisaient preuve de paresse ou tardaient, alors ils étaient arrêtés et placés dans le centre de sécurité. C'est ce que je savais. Concernant, nous n'étions pas au courant d'autres situations concernant le peuple du 17 avril. Question, est-ce que des membres du peuple du 17 avril ont été conduits au bureau de sécurité de Pangror lorsque vous y étiez?
Réponse. Je ne me souviens pas du nombre exact de membres du peuple du 17 avril ayant été incarcérés au centre de sécurité. Bien évidemment, il y avait des détenus du 17 avril qui ont été arrêtés suite à des signalements faits par le peuple de base. On les accusait de faute morale, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou bien de vol de biens appartenant à la coopérative. Ou parfois ils étaient arrêtés et accusés de paresse. Et ils étaient donc arrêtés et envoyés en rééducation au centre de sécurité. C'est dans ces cas-là que le peuple du 17 avril était arrêté. Question. Merci. En tant que clerc de la prison, donc vous étiez chargé de maintenir et d'inscrire l'arrivée des prisonniers. Étiez-vous obligé de mentionner leur appartenance au peuple du 17 avril? Réponse. On faisait une distinction claire entre le peuple ancien et le peuple nouveau. Sous ce régime, ils n'appréciaient pas le peuple du 17 avril. Et en fait, ils voulaient tout simplement les éliminer. Les membres du peuple du 17 avril, ayant compris ces motifs, faisaient semblant de n'être au courant de rien, se déguisaient parfois. S'ils étaient des fonctionnaires ou des enseignants de l'ancien régime, ils étaient obligés de cacher leur identité. Et ces gens subissaient également des travaux forcés et il y avait une ségrégation claire sous le régime. Question. Ma question concernait plus précisément le centre de sécurité de Pongro, là où vous travailliez. Je voulais savoir si on vous a demandé de noter l'appartenance des prisonniers au peuple du 17 avril. Réponse. Oui. J'ai reçu l'ordre de le faire. Ils m'ont demandé d'indiquer clairement si le prisonnier appartenait au peuple de base ou peuple du 17 avril. J'ai reçu l'ordre de l'échelon supérieur de trier la liste de prisonniers. Question. Est-ce que ces prisonniers étaient traités différemment au centre de sécurité? Réponse. Oui, ils étaient traités différemment. Le peuple du 17 avril était placé à un autre endroit, ou alors s'ils étaient détenus au même endroit, ils étaient traités comme inférieurs ou comme subordonnés. Et les autres se comportaient comme les chefs et traitaient le peuple du 17 avril comme des subordonnés qui devaient faire leur travail. Thank you. Question. Pendant que vous étiez au bureau, avez-vous vu des prisonniers se blesser? Réponse.
Oui, les gens ont été maltraités. Quand quelqu'un était emmené pour être interrogé, il était torturé s'il ne passait pas les aveux attendus. En cas de protestation, on se faisait fouetter, frapper à l'aide de bâtons. Des prisonniers accusés d'infractions graves se faisaient torturer jusqu'à en mourir. Question. Est-ce que des prisonniers ont été contraints d'écrire leurs aveux? Réponse. On ne faisait rien écrire aux prisonniers. Je ne sais plus bien si l'on demandait aux prisonniers d'apposer leur empreinte digitale sur des documents d'aveu. Mais en tout cas, ils n'ont jamais été autorisés à rédiger eux-mêmes leurs aveux. Ils passaient aux aveux. Le personnel de sécurité était là pour consigner ces aveux. Et au bout du compte, ces aveux étaient présentés aux détenus qui devaient y apposer leur empreinte digitale. Question. Que faisiez-vous de ces aveux? À qui les envoyiez-vous? Réponse. Il y avait là des gens qui étaient chargés des aveux et qui mettaient à jour un registre, lequel ensuite remettait ce registre ou ce carnet au chef du district à qui revenait le dernier mot. Question. Qu'entendez-vous par dernier mot? Quelle était la décision ultime prise au niveau du district sur ces aveux? Réponse. Je disais que la décision ultime était prise au niveau du chef de district. C'est le chef de district qui prenait donc la décision finale. Le chef de le chef de village venait ensuite à vélo avec la décision. Voilà ce que j'ai compris. Question. Je vous demandais sur quoi portait la décision. Portait-elle sur le traitement à réserver aux prisonniers en question? Réponse. La décision était prise en fonction de la gravité des infractions reprochées à chaque prisonnier. Vous m'avez demandé qui prenait la décision et qui déterminait le degré de gravité des infractions en question.
eh bien, seul le chef de district était habilité à prendre une telle décision. À mes yeux, le chef de la sécurité n'était pas habilité à rendre une décision ultime quant à la gravité des infractions reprochées. L'avocate, merci. Savez-vous si des détenus sont morts en prison? J'ai vu plusieurs détenus mourir au centre de détention. Nombre d'entre eux sont morts alors qu'ils étaient enchaînés. Je n'ai pas été témoin d'exécution, mais j'ai vu qu'ils étaient morts au centre de détention. Ils étaient détenus dans des conditions strictes. Ils ne recevaient qu'une soupe très liquide. Pendant la saison fraîche, beaucoup de gens sont morts en détention au centre. Dans la plupart des cas, c'étaient des détenus de sexe masculin. En ce qui concerne les femmes, on les laissait quitter le centre de détention pour travailler. Mais les hommes n'étaient jamais autorisés à sortir. Question. Comment se débarrassait-on de leur corps? Réponse. Les corps étaient enterrés. Les corps des gens exécutés étaient enterrés loin du centre, car le lieu d'exécution lui-même était loin. Mais pour ceux qui mouraient au centre de détention, leur corps était enterré très près de l'enceinte du centre. Parfois, l'on voyait des fosses peu profondes et l'on voyait des kramas qui avaient été utilisés par le détenu. Le président. Maître, le temps passe. Il semblerait que votre question ne s'inscrive pas dans le cadre actuel, à savoir la première phase des évacuations ainsi que l'administration locale. Si vous vous bornez à ces questions, vous obtiendrez beaucoup d'informations de la part du témoin. Mais pour ce qui est du centre de détention, cela n'entre pas dans le cadre des parties pertinentes de l'ordonnance de clôture. L'avocate. Toutes mes excuses. Puis-je poser encore quelques questions ou bien est-ce que nous en avons terminé pour aujourd'hui? Le président. Vous pouvez poser encore quelques questions. Mais veillez à poser des questions portant sur la mise en œuvre des politiques en rapport avec la première phase d'évacuation et l'administration au niveau local. Dans le cas contraire, vous ne serez pas autorisé à poser vos questions. Nous vous laissons poser encore 3 questions. L'avocate. Merci.
Revenons aux informations sur les évacuations dont vous avez parlé. Pendant l'évacuation des civils, s'est-on employé à garder les familles ensemble? Le président. La parole est à l'avocat international de Nunchea. Maître Pau, merci. Très brièvement, j'ai une objection. Il reste peu de temps, mais j'aimerais que l'avocat des parties civiles pose des questions précises au témoin en lui demandant ce qu'il a vu lui-même. Jusqu'ici, le témoin en a beaucoup dit sur ce qu'il avait entendu concernant l'évacuation de Siem Reap. Je prierai donc l'avocate de demander au témoin ce qu'il a vu personnellement. L'avocate des parties civiles, je peux reformuler ma question, toutes mes excuses. Parmi les civils qui ont été amenés dans votre district, est-ce que des efforts ont été faits pour garder les familles ensemble au sein du district? Réponse. Personnellement, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais si l'on prend la situation des 17 avril, quand les gens ont été évacués de Siem Reap vers les zones locales, ces gens n'ont jamais pu rester ensemble. Ils étaient séparés. Le chef de coopérative les dispersait en confiant aux différentes personnes différents travaux à différents endroits. Voilà ce qui est arrivé au 17 avril. Je prends un autre exemple. Pendant l'évacuation, juste après leur arrivée, les gens ont pu se réunir, mais très brièvement. Par la suite, en application des instructions données par le chef de coopérative, les enfants devaient s'engager dans une direction, tandis que les parents devaient travailler ailleurs. Ils ne se voyaient plus. L'avocate, merci, j'en ai terminé. Le président. Merci, monsieur le témoin. Merci pour votre patience. Merci pour les efforts que vous avez faits pour déposer. Maître Pau, je vous en prie, allez-y. Maître Pau, merci, monsieur le président. À nouveau, je serai très bref. Nous demandons que la déclaration faite par le témoin à Henri Locard lui soit retirée pour que le témoin ne lise pas ses propos durant les journées à venir, car je suppose que le témoin va revenir mercredi. Ce document n'inclut pas seulement ce qu'il a dit à Henri Locard, mais il y a aussi des observations et des conclusions qui émanent de M. Henri Locard. Il serait bon d'éviter
de contaminer les informations dont ce témoin est en possession. Nous demandons donc que ce document lui soit retiré pour que ce témoin, mercredi, puisse déposer en s'appuyant sur ses propres souvenirs. Le président. Je vous en prie, Maître Carnavas, allez-y. Maître Carnavas. Merci, Monsieur le Président. Très brièvement, je ne voulais pas interrompre l'audience ni embarrasser qui que ce soit, mais j'ai constaté que M. Henri Lecor était dans la salle et qu'il prenait des notes. J'ai donc une question. C'est peut-être par coïncidence qu'il a décidé de nous faire l'honneur de sa présence dans le public, mais comment se fait-il qu'il ait été ici justement le jour où l'on parlait de lui? Si, alors qu'on ne pouvait pas savoir qui allait déposer aujourd'hui, puisque ce témoin a un pseudonyme, peut-être que la Chambre pourrait se demander si cette information est sortie, le cas échéant par quel vecteur, le cas échéant, ce genre de choses devrait cesser. Le Président. La parole est à l'accusation. Huissier d'audience. Veuillez prendre contact avec le service des transports pour que les membres du personnel puissent prendre le bus qui les ramènera en ville. En effet, il semble que l'audience puisse se prolonger. L'accusation, très brièvement. Pour que tout soit bien clair, notre bureau n'a pas eu de communication avec Henri Lecor. Je peux aussi vous dire que c'est par coïncidence qu'il est ici aujourd'hui, et c'est d'ailleurs par hasard que j'ai découvert ce document qui contient l'interview du témoin. Ce n'est que jeudi après-midi, quand je faisais des recherches sur ce district, que j'ai appris qu'il y avait une interview du témoin. Et donc, il est très peu probable que ce soit autre chose qu'une coïncidence. J'aimerais dire très clairement que notre bureau n'a aucunement communiqué avec personne sur ce témoin. Le président. D'autres avocats souhaitent-ils prendre la parole? N'ayez crainte, vous ne raterez pas le bus. Le bus nous attendra. Bien, puisqu'il n'y a plus de commentaires. Le moment est venu de lever l'audience. La Chambre siégera après-demain, soit mercredi. La déposition de M. P. Choi Chisai va se poursuivre. Nous aurons aussi la déposition de la partie civile TCCP 82, mercredi. Monsieur le témoin, votre déposition n'est pas terminée. La Chambre souhaite continuer de vous entendre mercredi. Vous êtes donc à nouveau cité à comparaître devant la Chambre mercredi. Huissier d'audience, veuillez prendre les dispositions nécessaires avec l'unité d'appui pour que le témoin puisse être hébergé et assisté durant l'interruption des audiences. Veuillez ramener le témoin dans le prétoire
après-demain, mercredi, à 9 heures du matin. L'avocat du témoin est aussi prié de se présenter ce jour-là. Quant à la partie civile, elle devra être ramenée chez elle et être ramenée également dans le prétoire mercredi matin. La parole est à présent à la défense, je vous en prie. Maître Pow, maintenant que je sais que les bus attendent, je serai bref. Peut-être que quelque chose m'a échappé car il est tard, mais je ne pense pas que vous ayez rendu votre décision sur notre demande tendant à ce que le document soit retiré du témoin dans le cadre de sa déposition de mercredi. Le président, la Chambre se prononcera là-dessus le 14 novembre au matin. En effet, le document en question a déjà été débattu et examiné. La Chambre se prononcera à ce sujet mercredi. Agents de sécurité, veuillez conduire messieurs Nuncha et Sampan au centre de détention et les ramener dans le prétoire pour 9 heures le 14 novembre. L'audience est levée.